Salut Lilith. Alors je vais continuer la série Travail au Japon et dans ce nouvel épisode je vais vous parler donc de deux collaborateurs qui forment un duo malfaisant. Je les ai surnommés le couple diabolique. Voilà. Alors le jour où j'ai rejoint mon équipe, j'avais remarqué un gars avec les cheveux hirsutes. Il avait la peau bronzée, il n'avait pas de bride, il avait des traits assez particuliers. On pouvait l'imaginer venir d'Indonésie, ou je sais pas, dans les montagnes de Taïwan, je sais pas trop. En fait, il me fixait de loin, il faisait des commentaires sur mon allure à une collègue qui était juste à côté de lui, et très vite je me suis rendu compte qu'ils étaient une sorte de duo inséparable. Voilà, donc je m'intéressais pas à ces gens-là, je voulais pas en savoir plus. Voilà, mais bon, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand j'étais en attente sur la piste, on restait bien au chaud dans les véhicules. Et en fait, c'était le lieu le plus propice au ragot. Voilà, donc il faut imaginer des gens dans un véhicule. Allez, on va l'appeler véhicule numéro un. Il y a 8 personnes dedans. Et puis véhicule numéro 2, il y en a encore 8 dedans. Et bon, il y a encore d'autres véhicules, hein. Il y en a plus que ça. Mais imaginez des gens qui sont en train de faire des ragots dans le véhicule numéro un sur la vie de quelqu'un qui est dans le véhicule numéro 2. Et dans le véhicule numéro 2, ils font exactement la même chose. Et c'est en regardant, en suivant les regards qu'on devine de qui il parle. Voilà, donc c'est assez désagréable. Donc moi je voulais pas entendre ce genre de discussion. Et bon, bah, j'ai entendu un petit peu malgré moi. Quand je voulais pas entendre, j'allais dans un autre véhicule qui n'était composé que d'hommes. Alors ce qui est assez intéressant avec cette équipe-là, c'est que les hommes, ils se taisent en fait, ils disent rien. Donc quand on veut la paix, on va dans ces véhicules-là, on est tranquille. Et il arrive qu'on soit rejoint par exemple, des femmes qui ont subi un petit peu les ragots et qui sont engueulées et qui viennent chercher le calme dans nos véhicules en fait. Voilà. Donc ce que j'ai entendu dans les fameux véhicules mixtes, c'était des phrases du genre ouais, ils vivent ensemble, oh mais ils sont pas mariés, elle a des enfants, oh mais ils ont pas le même nom que lui. Voilà, donc des petits trucs comme ça. Et donc, bon, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de foyer recomposé. Et effectivement, bon, ces deux collègues, ils avaient négocié pour avoir les mêmes horaires tous les jours. Quand ils prenaient des congés, c'était toujours en même temps. Si l'un allait chez le dentiste, l'autre aussi. Voilà, donc en plus, ils mangeaient jamais l'un sans l'autre. Ils avaient un sac en commun, ils partageaient tout. Voilà, donc vraiment inséparables. Alors on va leur donner un nom séparément, hein. Coupe diabolique. Alors pour l'homme, ça sera Tahiti Bob. Je l'appelle comme ça un petit peu à cause de ses cheveux, hein. Faut penser à un certain personnage. Voilà. Puis il a un teint de polynésien aussi. Voilà. Alors elle, par contre, on va l'appeler la jeteuse de sorts. Voilà, bon, c'est pas très gentil, mais c'est assez proche de ce que pourrait être ce personnage. Alors, en détail, objectivement, Tahiti Bob, il est effrayant quand même. Cette tignasse hirsute, ce teint de vigile à la peau cramée par le soleil, ça faisait ressortir ses yeux. Limite s'ils n'étaient pas globuleux. En tout cas, il le paraissait. C'est peut-être aussi parce qu'il n'était pas bridé. Alors, il y a aussi l'expression de son visage qui joue beaucoup parce que ça oscille entre la stupéfaction, la méfiance, la colère, l'interrogation. Il est jamais neutre ou reposé en fait. C'est un festival d'émotions brutes à lui tout seul, toujours des émotions non contrôlées. Puis il y a sa gestuelle aussi. Donc on voit qu'il est toujours nerveux, sous l'emprise de sentiments forts et instables. Et en fait, à chaque fois qu'un nouveau collaborateur est intégré à l'équipe, il ne peut pas s'empêcher de faire des remarques, commenter, juger, et bon, après, en fonction de ses préférences, qui sont déjà très marquées, il boycotte. Voilà, donc quand il n'aime pas quelque chose, il le fait bien comprendre. Et il n'aime pas grand-chose et pas grand monde. Voilà. Alors très rapidement, j'ai remarqué qu'il avait ses têtes de turc, des collègues dont il ne supportait plus du tout la présence, qu'il avait en grippe. Alors Tahiti Bob, il s'acharne en particulier sur deux collaborateurs. Le premier, c'est un vieil homme que nous allons appeler le crasseux. Il s'agit d'un ancien marin auquel il manque 3 ans de cotisation pour avoir le droit à sa retraite. Donc il n'entend pas très bien, il n'est pas très attentif et il manque complètement de rigueur. Donc du coup, il y a souvent des problèmes liés à la qualité de sa prestation. Il oublie des trucs, il ne s'adapte pas aux nouvelles procédures. Bon, il y a bien longtemps que les chefs d'équipe n'attendent plus rien de lui. Son travail fait partie des dégâts collatéraux acceptables.
L'important pour les chefs, c'est qu'ils travaillent sur une plage horaire où on manque cruellement de personnel. Donc il est là de 13h à 22h. Donc le crasseux se pointe à 13h en salle de réunion et son odeur est une infection. Ses cheveux sont lustrés, collants et un petit peu puants. Alors ça me fait penser à certains animaux en fait. Vous savez, peut-être les castors, tous ces animaux là qui traînent dans l'eau, qui ont une couche de graisse sur leur peau qui leur empêche d'être mouillés en fait. Voilà, donc il a comme un truc plaqué sur sa tête. C'est moche et ça sent pas bon. Mais pas autant que ses chaussures ou son polo. Donc dès qu'il entre, chacun coupe sa respiration. Donc quand il passe juste à côté de moi et que je m'y attends pas, j'ai l'essence aussi éveillée que si on me donnait un coup de jus électrique. Donc parfois c'est aussi un fumet émanant de ses chaussures. En fonction du vent, ça se tourne vers une collègue ou un collègue différent dont on voit le visage se figer tout à coup. Donc cet homme a clairement besoin d'une douche, voire de plusieurs. Je lui ai conseillé de se raser le crâne, mais en vain. Je me suis même tâté à un moment donné pour lui offrir de nouvelles chaussures. En tout cas, dès qu'il apparaît, le couple diabolique se met en retrait et se bouche le nez. Quand ils sont loin, ils l'observent avec des regards assez noirs. Ils ne le supportent pas. Bon, je ne vais pas trop développer sur lui, mais c'est important de le mentionner par rapport à la suite. La deuxième personne que le couple ne supporte pas, c'est une collaboratrice venue d'un autre département. Nous allons l'appeler l'évangéliste. Il s'agit d'une femme qui est partie vivre plusieurs années aux États-Unis et s'est fait choper par une secte protestante. Elle est rentrée au pays complètement contaminée et elle s'est mariée à un japonais protestant, a fait baptiser son fils et elle a tout fait pour mettre fin aux rites familiaux bouddhistes. Et ça a créé des conflits qui ont mené à son exclusion de sa famille japonaise. Elle a une conception de la vie fortement inspirée par son séjour aux États-Unis, ce qui lui vaut d'être considérée comme une étrangère dans sa propre patrie. D'ailleurs, elle n'est pas bien intégrée non plus au sein de notre équipe. Les seuls qui lui parlent ont eu une scolarité dans des écoles chrétiennes. Sinon, à peu près tout le monde la boycotte. Mais pour ce qui s'agit du couple diabolique, il la déteste plus que tout. Donc il n'apprécie pas trop non plus qu'elle me parle, et il voudrait qu'elle se casse du Japon. Je ne vais pas trop m'étendre sur elle non plus, mais vous verrez bientôt pourquoi il est important de parler d'elle. Bon, on a une année à passer où j'ai pu faire ample connaissance avec le couple diabolique. J'ai pu comprendre un peu quel genre de gars tourmenté est Tahiti Bob. Il ne supporte pas les erreurs et les imperfections des gens. Toute faiblesse d'autrui devient l'objet d'une critique. J'ai beau lui expliquer qu'il n'a pas à s'occuper des autres, qu'il y a plein de trucs qui ne le concernent pas, mais il n'arrive pas à s'empêcher d'agir comme il le fait. C'est plus fort que lui. Et il ne réagit qu'à l'instinct. Il n'a aucun contrôle. Il ne peut ni méditer, ni réfléchir sur des concepts abstraits. Il est comme le chat qui mange dans sa gamelle, mais qui n'a pas conscience d'être un chat qui mange dans sa gamelle. Bref, un animal. Un jour, il me donne un énorme indice sur l'origine de son problème. Il a dans son portefeuille une carte verte que je n'avais jamais vue auparavant au Japon. Il s'agit d'une carte de handicapé mental. Il m'explique que tout petit, les médecins japonais l'ont catalogué comme anormal. Effectivement, ça pourrait expliquer ses difficultés à prendre du recul et à gagner en contrôle de soi. Parlons maintenant de la jeteuse de sorts. C'est une femme d'un certain âge qui semble avoir deux personnalités. En général, lorsqu'elle n'est pas à côté de son complice, elle traîne avec l'un des groupes de femmes de notre équipe et elle lance les sujets de conversation. Son domaine de compétence, ce sont les ragots, les critiques dans le dos, les cabales contre les collègues. Là, elle est dans son élément. Les émotions qui apparaissent sur son visage sont assez limitées. Ça part du masque japonais impassible au regard méprisant. C'est comme s'il n'y avait qu'un réglage sur son visage. On ne peut qu'augmenter et réduire le niveau de mépris. Pourtant, parfois ça bug. On voit apparaître de petits rictus très courts. Sans doute dû au plaisir de critiquer en groupe un ou une collègue. Deuxième particularité de la jeteuse de sorts, lorsqu'un clash a lieu entre plusieurs collègues dans l'entreprise, elle est concernée dans un tiers des cas à peu près.
ce qui fait beaucoup pour une équipe de 40 personnes. En fonction de la collègue avec laquelle il y a eu altercation, elle peut se retrouver en situation de gagnante ou de perdante. Par exemple, si elle est en conflit avec l'évangéliste, tout le monde se mettra de son côté, quelle que soit la responsable. Mais dans d'autres cas, elle peut tout aussi bien se retrouver isolée quelques jours, le temps que ça se tasse. Sur le plan professionnel, je considère ce genre de personnage extrêmement toxique. Mais comme je vous ai dit, elle a deux personnalités. La jeteuse de sorts est insupportable dans un milieu féminin. Et je constate deux choses. La première, c'est qu'elle est complètement soumise à Tahiti Bob. Elle marche derrière lui, fait ce qu'il lui dit sans broncher, accepte toutes ses décisions. Il la contrôle, ou plutôt elle cherche à être contrôlée par lui. Deuxième chose, quand elle est en interaction avec les hommes de l'équipe, elle semble apprécier et rechercher leur compagnie. Elle reste près d'eux, se montre agréable, elle cesse d'être la médiseuse, la provocatrice de conflits. Je pense qu'il y a une sorte de dépendance affective vis-à-vis des hommes. Elle n'est jamais farouche avec nous et je pense que si elle se faisait larguer par Tahiti Bob, elle ferait tout pour attraper n'importe quel autre gars le plus rapidement possible. Maintenant, je vais vous raconter l'enchaînement des événements tragiques. Je vous ai dit qu'il y avait des clashs entre collaborateurs. C'est effectivement un des problèmes dans notre profession. Les conflits ont souvent lieu à bord des appareils au moment même de notre intervention. Donc c'est vraiment la pire des situations qui soit. À l'origine de ces conflits, des incidents tout bêtes comme l'oubli d'un accessoire à bord ou bien une partie de l'appareil qui n'aurait pas été bien traitée. Quand vous gérez seul une tâche bien déterminée, généralement ça se passe bien. Mais si vous êtes affecté à une tâche qui doit être réalisée par un groupe de plusieurs personnes à différents endroits de l'avion, il peut arriver que le partage des tâches se passe mal. Une mauvaise communication entre collaborateurs peut faire qu'un endroit a été oublié. Ça peut sembler anodin, mais dans l'univers sécurisé des zones internationales, ça peut prendre des proportions dramatiques. Par exemple, récemment sur un vol anglais en direction des États-Unis, l'équipe de nettoyage a oublié une fiole de détergent concentré. Et au moment de quitter l'appareil, ils n'ont pas pointé tous leurs accessoires à la fin de l'intervention. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que la fiole oubliée s'est renversée au décollage, le détergent s'est répandu sur la moquette, et des passagers et hôtesses ont commencé à avoir des malaises. Donc du coup, l'avion s'est posé en urgence. Voilà. C'est pour ça qu'on a des process assez stricts et qu'on vérifie vraiment tous les accessoires qu'on a fait rentrer dans un avion, en fait. Voilà. Donc pour nous, tout incident n'est pas anodin. Donc on traite tous les incidents comme une urgence de sécurité maximum. Donc, quand il y a un incident, nos chefs d'équipe ont comme priorité de corriger ces erreurs. Ils s'assurent que la prestation soit réalisée en conformité avec le cahier des charges de la compagnie aérienne. Donc personne ne doit être lésé. Le client final ne doit rien voir, la compagnie non plus, l'exploitant de l'aéroport non plus. On doit tout faire pour que tout ait été corrigé. Donc à ce moment-là, ils sont complètement absorbés par cette tâche. Il faut prendre en compte aussi que leur temps est compté. Donc il y a un responsable de l'exploitant de l'aéroport qui est présent et qui s'assure que l'embarquement aura lieu sans aucun retard. Donc ils ont vraiment la pression. Le reste de l'équipe suit la procédure, ils déchargent tout ce qui a été stocké sur la passerelle, ils descendent sur la piste, ils font le point sur la présence des accessoires, ils rangent tout et ils filent au plus vite. Mais s'il y a un incident, on s'aperçoit assez rapidement qu'il se passe des choses. Il y a des comportements inhabituels, on voit des gens courir dans la mauvaise direction, des gens qui ne sont pas censés interagir entre eux, des gens qui s'interpellent autour des véhicules, il y a des regroupements autour des véhicules, des gens essaient de comprendre ce qui se passe. Il y a la tension qui commence à monter sur la piste, tout le monde veut savoir ce qui a été mal fait, ou pas du tout, et surtout qui est concerné. Parce que ce qui attend tout le monde après, c'est une réunion explosive. Et on va chercher des responsables à ce merdier. Voilà, donc là on est dans l'élément du couple. Soit ils sont directement concernés et vont tout faire pour faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, soit ils vont prendre parti pour un des collaborateurs concernés et ressortir plein de vieilles affaires pour bien pourrir la personne cible. Dès le retour dans les véhicules, c'est reparti pour les critiques.
Les collaborateurs en conflit rentrent rarement dans les mêmes véhicules. Là, on est spectateur d'une fusillade de regards entre les véhicules. Ça va grogner jusqu'à la fin de la journée. Soit dans les locaux de l'entreprise, en salle de pause, dans les toilettes. C'est parti pour une journée bien pourrie où des clans vont se former et pester sur ceux qu'ils considèrent comme responsables du fiasco. Voilà. Donc l'évangéliste, elle n'en peut plus du couple diabolique. Elle sait que ses jours sont comptés, car elle n'est qu'à mi-temps. Et en plus, elle est que du matin. Donc nous, on cherche surtout à pérenniser nos équipes avec des gens prêts à bosser toute la journée, et en particulier le soir. Donc elle est un petit peu sacrifiable, on va dire. Elle a moins de poids qu'un couple diabolique qui bosse à temps complet jusqu'à 19h. Donc même si elle est face à des nuisibles, elle n'a aucun soutien de la direction. J'ai eu pas mal de discussions avec elle et elle m'a confié plusieurs fois être en recherche d'emploi. Voilà, donc elle n'apprécie pas du tout sa situation ici, elle a bien conscience qu'elle est boycottée. Passons maintenant à l'affaire suivante. L'intégration de la nouvelle victime du couple diabolique. Un jour est arrivée une nouvelle collaboratrice. On était assez surpris, on n'attendait personne sur cette période de l'année. On va l'appeler Bouboule. Alors Bouboule, elle fait moins d'1m55, elle a un visage tout rond, tout joufflu, qui fait penser un petit peu au personnage Otafuku. Voilà, mais avec des lunettes. Bon, elle n'est pas obèse, mais elle a un indice de masse corporelle qui est clairement éloigné des standards japonais. Et ça passe pas inaperçu au Japon. Moi, je me suis porté volontaire pour lui montrer un petit peu la route à suivre dans les méandres des couloirs des zones restreintes de l'aéroport, pour qu'elle puisse être autonome, accéder aux zones les plus importantes sans se perdre. Donc les raccourcis entre la piste, le local de l'entreprise, les chiottes et les restos. Voilà, c'est le minimum. Et en la guidant, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais sympathiser avec elle, pour une raison simple. Son débit de parole est trop rapide pour moi. Elle n'articule pas. Voilà. Alors dès le premier jour, le couple infernal l'a choisi comme cible. Alors était-ce dû à son élocution rapide, sa corpulence, ses manières, ses petits rires aigus? On ne saura jamais. Bouboule était la cible de toutes les critiques. Dès que le couple infernal était dans un véhicule, il ne pouvait pas s'empêcher de pester sur elle. Alors bien sûr, la qualité de ses prestations, tout ce qu'elle dit, voilà, tout était bon pour la critique. Alors oui, au début, son travail n'était pas parfait. Elle apprenait comme tout le monde, elle faisait des erreurs. Mais Tahiti Bob et sa complice, ils ne donnaient aucune chance en fait. Et très rapidement, Bouboule a ressenti l'hostilité que lui portait le couple. Et un jour, ça a pété. Voilà, donc la tension était tellement haute, elle a pété les plombs sur la piste. Elle était toute rouge, elle hurlait tout le mal qu'elle pensait d'eux. Et Tahiti Bob, il était surpris, il ne s'y attendait pas. Il était devant elle, il était immobile, muet. Il avait juste son regard d'ahuri habituel. Il ne savait pas quoi dire. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle lui reprochait, c'était justifié. Donc oui, il pestait dans son dos. Oui, il pratiquait le boycott. Et oui, il n'était pas collaboratif avec elle. Alors je voyais Bouboule hors d'elle, ses yeux étaient tout mouillés. J'ai cru qu'elle allait faire une bêtise. Et bon, pour une fois, je suis un petit peu sorti de ma neutralité. Et je me suis discrètement glissé entre elle et lui au cas où elle passerait à l'action. Ça aurait été mérité d'ailleurs. Donc le couple était furieux, mais aucun mot ne sortait de leur bouche, ils étaient figés. Par contre, une fois de retour au local, ils ont demandé à rentrer chez eux, directement, sans terminer leur journée. On les a plus vus pendant 2 jours, ils faisaient la gueule. Quant à Bouboule, elle a eu aussi besoin de décompresser, la pauvre. On a commencé à la voir moins souvent. Voilà. Autant nos chefs d'équipe savent nous mettre des coups de pression ou bien nous faire la leçon pour une intervention trop lente ou de mauvaise qualité, autant ils ne savent pas gérer les conflits humains. J'ai déjà vu des altercations sur des passerelles. Des passerelles, vous savez, c'est le truc qui mène à l'avion, quoi. Où des chefs d'équipe restent médusés et simples spectateurs devant une engueulade de collègues, en fait. Pour moi, c'est carrément hallucinant, quoi, parce qu'à leur place, j'aurais sorti les 2 collaborateurs quasiment hors de l'aéroport, quoi. Mais le premier réflexe dans la société japonaise, c'est souvent d'essayer de cacher le problème pour qu'il ne s'ébruite pas. On a un proverbe pour ça. Kusai mono ni futao. Mettre un couvercle sur quelque chose qui pue. Bref, ne pas aborder les sujets qui fâchent. Et bien sûr, c'est dommageable pour l'ensemble des collaborateurs, parce que ça veut dire que tout le monde ferme les yeux sur des soucis récurrents qui font que des gens souffrent ou sont lésés dans leurs conditions de travail de manière quotidienne.
Voilà, donc un autre proverbe qui décrit encore mieux l'attitude de la majorité des travailleurs japonais, il s'agit de Koto Nakare Shugi. C'est une stratégie qui consiste à vouloir esquiver toute responsabilité dès qu'il y a un risque, et rester loin des emmerdes en faisant comme s'il ne se passait rien. Et c'est cette stratégie qui explique pourquoi l'environnement de travail japonais peut très vite devenir toxique. Bref, nos chefs prennent difficilement position face à deux collègues en conflit. Ils ne renvoient pas le fautif, ils ne cherchent pas à le renvoyer, à moins qu'il y ait un délit passible de prison, comme un vol par exemple. Ça, le mec, je sais pas, il vole un truc tout con, hein. Il est dénoncé tout de suite à la police qui va s'occuper de lui. Voilà. Mais bon, là dans notre cas, ils cherchent juste à garder leurs effectifs en espérant que les tensions vont retomber. Et elles ne retombent jamais puisqu'ils ne règlent jamais les problèmes. Notre secteur d'activité demande à être disponible sur de grandes plages horaires, qui vont de l'ouverture de l'aéroport jusqu'au dernier avion. On peut même être appelé à 4 heures du matin, c'est déjà arrivé. Voilà, donc ils ont les plus grandes difficultés à trouver du personnel prêt à rester toute une journée pour un SMIC horaire classique. Voilà, ensuite, il faut convaincre les candidats de rester dans les conditions de travail que je vous ai présentées. Il y a l'attente dans des véhicules utilisés pour la diffusion des ragots, des réunions dans un local exigu où sont stockées 25 paires de chaussures plus ou moins puantes, la collaboration avec un crasseux, un couple diabolique, une évangéliste, 3 Nobita et un français bizarre qui révise ses kanji pendant les heures de travail. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de turnover en fait. On a des gens qui arrivent, qui restent quelques jours, voire quelques semaines, puis ils s'en vont. Voilà. Ensuite, après 19h, on se retrouve toujours en équipe réduite, alors qu'il reste plein d'avions à traiter jusqu'à la fermeture de l'aéroport. Et l'objectif de nos chefs, c'est de pérenniser nos effectifs. Et pour ça, ils sont prêts à fermer les yeux sur la toxicité de certains. Mais j'en ai pas fini avec les incidents. On va revenir sur le crasseux. Les semaines passent, on pense à d'autres choses, et un jour, le crasseux se pointe comme d'habitude, et il signale au chef d'équipe que son badge d'accès n'est pas dans le placard. On l'interroge pour essayer de savoir s'il n'est pas rentré avec le badge par erreur hier. Bon, il nous assure que non. Mais bon, vu son manque de rigueur, on ne serait pas surpris qu'il l'ait égaré ou vraiment qu'il l'ait ramené chez lui. Voilà. Voilà, c'est un petit peu plus grave qu'un simple clash entre collaborateurs parce que ces badges sont la propriété de la plus haute autorité au sein de l'aéroport, à savoir la tour de contrôle. Moi, je les appelle l'œil de Sauron. Donc l'œil voit tout, il se méfie de tous et il envoie la police au moindre problème. Donc là, nos chefs d'équipe, ils sont en sueur, parce qu'il va falloir rendre compte à Sauron en personne. Et ce type d'incident équivaut à un potentiel acte de terrorisme. Donc un badge dans de mauvaises mains, c'est le risque de voir une personne mal intentionnée pénétrer dans des zones très sensibles pour accéder aux avions. On est obligé de rendre compte à notre hiérarchie qui va transmettre à l'exploitant de l'aéroport et à la tour de contrôle. Ça laisse présager une réunion d'urgence avec un risque de dogeza de la part de nos chefs. Donc le dogeza, c'est vraiment l'humiliation ultime au Japon. Voilà. Donc pour l'instant, le crasseux, il perd son accès à la piste. De ce fait, il perd son boulot. On va le raccompagner en ville et on ne peut plus rien faire pour lui. Bon, moi, à ce moment-là, je me dis, il a perdu son badge chez lui. Je jette un coup d'œil du côté du couple diabolique. Je sais qu'il le déteste. À ce moment-là, je me dis, il ne serait pas psychopathe au point de mettre en place une telle punition. Qui pourrait en vouloir au crasseux? Il est certes isolé, mais il n'a aucun allié, mais il nous fait tourner de l'œil parfois lorsqu'il est un petit peu trop proche, mais serait-il possible qu'un collègue veuille le détruire juste parce qu'il s'est retrouvé sur le chemin de son effluve toxique? À nouveau, mon regard se tourne inconsciemment vers le couple, mais j'y ai aucune preuve. Voilà, donc on n'a plus vu le crasseux pendant des semaines. Finalement, la tour de contrôle a été gentille, ils ont réédité son badge, sympa. Nos chefs se sont fait passer un savant mémorable et on a commencé à modifier un petit peu la gestion des badges. Donc pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous raconter ça. Donc le crasseux est revenu, je ne sais plus, 3 ou 4 semaines après, avec ses odeurs. Il a perdu du poids, parce qu'il avait sérieusement réduit son budget alimentaire pendant son congé sans solde.
Et le couple diabolique fait la gueule. Ça les enchante pas de revoir le crasseux. Mais tout se tasse et on finit par oublier l'incident. Sauf que, quelques temps plus tard, nouvel incident. Ça s'est passé entre un samedi soir et un dimanche matin, je me souviens. Ma collaboratrice évangéliste s'est pointée de bonne heure pour prendre son badge. Et surprise, le badge n'était plus là. L'horreur absolue. Les chefs étaient décomposés. Ils n'y croyaient pas. Ça pouvait pas arriver dans un délai aussi court. Voilà. Là, c'était vraiment la crise. Ça pouvait plus être un simple oubli. Là, ça ressemblait à une récidive. Et on pouvait déjà sentir l'œil brûlant de Sauron se tourner par ici. On était en panique. La tour de contrôle pouvait décider de ne plus produire de badge pour une société incapable de sécuriser son local. Et pour nous, ça signifiait une fin de contrat. Autre problème, toutes les sociétés de vigile et l'exploitant de l'aéroport risquaient de nous suspecter. On devenait le maillon faible du réseau de sécurité de l'aéroport. Donc cette fois-ci, plus de doute permis. On a quelqu'un dans la boîte qui est suffisamment dingue dans sa tête pour faire un acte pénalement répréhensible et infliger la honte à notre société. Là, on n'est plus en train de parler d'une perte de contrat. On évoque la possibilité de passer individuellement dans une salle d'interrogatoire de la police. Qui peut bien en vouloir à l'évangéliste ? Quasiment tout le monde. Ils sont tous contre elle. Personne ne lui parle, mais les seuls qui la détestent plus que tout, c'est le couple diabolique. Et là, je ne peux plus m'empêcher de repenser à la carte de handicapé mental de Tahiti Bob. Tous mes soupçons sont orientés vers ce couple, qui reste silencieux. Lui, il a toujours sa tête ahurie, impossible à analyser. Mais elle, au moment de l'incident, elle prend une mine étrange, que je n'avais jamais vue chez elle. Et ça ressemble fortement à une attitude défensive. Je remarque que c'est la première fois que je ne vois pas le blanc de ses yeux. Ce qui me fait penser qu'elle est anormalement tendue, et ça, c'est vraiment super suspect. Pour ce qui est de l'évangéliste, bon, elle est carrément allée voir la police. Elle me l'a raconté. Mais bon, ceux-ci ils ont refusé d'ouvrir une enquête. Ils lui ont dit que c'était le travail d'une société de détectives privés. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Pas grand-chose. Hein. On passe notre journée à circuler entre des zones restreintes et la zone internationale qui ne dépend pas du droit japonais. Donc, le pauvre détective, il serait bloqué. Vu que les employés rentrent de la piste dans le désordre, il suffit que le couple soit arrivé le premier et que l'un des deux ait fait le guet pendant que l'autre retire le badge d'accès du placard à badge. Ouais, toujours pas de preuves. Donc suite à cette affaire, toute la gestion des badges a été repensée. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de sécurité, mais aujourd'hui, personne ne peut accéder à son badge seul. Tout le monde arrive et repart ensemble, et l'accès au badge se fait sous présence d'un témoin, et le total des badges est recompté à chaque accès au placard. Voilà, donc aujourd'hui, tout ça est derrière nous, mais il m'arrive de ressortir le sujet avec mes collègues. Ah, apparemment, les plus anciens que moi, ils pensaient déjà que la première disparition de badge n'était pas accidentelle. Ouais. Donc, quant au couple diabolique, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils sont sortis de tout ça à la tête haute et ont finalement quitté la société de leur plein gré au moment de la longue période de chômage technique imposée par le truc là, la pangolinite aiguë. Je les ai jamais revus depuis. J'ai conscience d'avoir eu la chance de ne pas avoir été la cible du couple diabolique. Pour une raison que j'ignore, il m'aimait bien et il ne me posait pas de problème. En tout cas, ce genre d'incident vous montre que l'environnement de travail japonais est hautement toxique. On a des gens qui font comme s'il n'y avait pas de problème, d'autres qui s'en prennent quotidiennement à des collègues, des chefs qui ne prennent pas de décision et des conditions de travail qui sembleraient inacceptables en France. Alors l'évangéliste est parti finalement. Ça lui a pris une bonne année pour se faire embaucher ailleurs. Elle était un peu limitée par sa faible disponibilité. Elle s'occupe d'une fille à peine scolarisée. Quant à Bouboule, elle est de retour et elle est en pleine forme. Mais je comprends toujours pas ce qu'elle dit et en plus elle parle derrière un masque maintenant. Sinon, j'ai croisé le crasseux en faisant mes courses. Il est apparemment en retraite anticipée, donc tout va bien pour lui. Sur les 40 collaborateurs d'origine, je fais partie des 10 restants qui ont été transférés vers les lignes intérieures. Une grosse partie a arrêté
a décidé d'arrêter de travailler pour chercher un taf à temps complet. Et on a d'autres qui travaillent à mi-temps, pas très loin, avec la promesse d'être appelés si jamais les lignes internationales reprennent. Donc ça sera tout pour cet épisode. Je pense que je vais préparer une FAQ pour les gens qui se posent des questions sur les conditions de travail au Japon. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Donc le seul sujet qui ne sera pas abordé, c'est tout ce qui concerne la sécurité de l'aéroport. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, je sais que c'est un format un petit peu long. Allez, salut!